Jordan, tu es aujourd'hui cofondateur de Decentrashop, donc une marketplace Web3 type Le Bon Coin, mais décentralisée sur la blockchain, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci pour ton invitation sur BlockX. Alors j'ai fait du coup du master en finance. À la suite de ce master, en fait, j'ai travaillé en banque en qualité de chargé d'affaires professionnel chez BNP Paribas. Ensuite, avec mon cousin qui lui-même est ingénieur de formation et développeur Web3, on a décidé en fait de quitter nos emplois respectifs et de s'essayer en montant un premier projet blockchain qui était My VIP NFT Creator. Rapidement, l'intérêt, c'était en fait de contacter ou d'accompagner des influenceurs pour leur proposer en fait de monétiser leur audience avec des outils Web3, notamment des collections NFT, en y rattachant des utilities et divers process. Ensuite, du coup, on a eu plusieurs projets divers et variés en interne. Notamment, moi, à côté, je fais de la formation. J'enseigne à l'ISG, l'Institut supérieur de gestion à Paris. Et en fait, je suis entre guillemets professeur blockchain, enfin intervenant blockchain plutôt. Et je propose en fait un contenu pédagogique pour apprendre à des étudiants en fait de master. Comment appréhender en fait les nouvelles technologies et comment en fait est-ce qu'ils pourraient l'intégrer dans une entreprise. Récemment, en fait, en termes d'exercice qu'on a fait, je leur ai fait télécharger un wallet Web3, en fait, un MetaMask, et je les ai fait se connecter à diverses applications décentralisées, que ce soit type Metaverse avec Decentraland, type Swap avec Uniswap ou PancakeSwap, et, voilà, voilà, que ce soit OpenSea. Enfin, voilà, j'aurais fait découvrir un peu l'univers avec voilà, l'univers, en gros, l'univers crypto en général. L'apprentissage en mettant les mains dans le cambouis, très bonne idée, hein, pour, plutôt que d'avoir des longs cours théoriques, de regarder concrètement, ce que c'est quand on utilise, la blockchain. Donc c'était une très bonne idée. Donc on va parler de Decentrashop, hein, c'est cette fameuse marketplace, Web3 vraiment donc, décentralisée un peu à la Le Bon Coin. Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui vous, toi et ton cofondateur, vous êtes dit, «On va se diriger vers ce type de business-là»? Alors c'est plutôt drôle à la base. Du coup, moi, je suis collectionneur de cartes Pokémon et de plusieurs types de produits en ce sens, et on utilise beaucoup les cryptos dans ce milieu-là depuis un petit moment. Et le problème, c'est qu'il y a pas de marketplace, en fait. Il y a pas de enfin, si je veux vendre mes cartes Pokémon en crypto, soit je vais sur, Le Bon Coin, je précise dans l'annonce que j'accepte les cryptos et ça va être du peer to peer, en fait, à la confiance. Il y aura pas, en fait, de système d'escroc sécurisé. Pareil sur eBay, en fait, il y a pas de ça existe pas. Il y avait pas de marketplace, donc on s'est retrouvé, enfin, je me suis retrouvé bloqué, et à la base des bases, l'idée, c'était de pouvoir vendre, en fait, des cartes Pokémon, de façon sécurisée et en crypto-monnaie, avec un système d'escroc tout simple. On a été, entre guillemets, «abasourdis» de voir que la technologie blockchain existe déjà depuis quasiment une dizaine d'années, et internet, en fait, dès que c'est apparu, c'est arrivé très vite, en fait, dès qu'il y a eu les moyens de paiement, les gens ont directement pensé, en fait, à l'échange, en fait, au bazar comme ça existait. Alors petite parenthèse, je viens d'y penser, il y avait une marketplace qui existait, il y a très longtemps, en 2014, il me semble, qui s'appelait Open Bazaar. Alors, c'était pas vraiment, le même principe que nous, mais en fait, c'était, un peu sur le système de Tor. Il fallait télécharger un client sur le PC, un client lourd, et on pouvait en fait, réaliser des échanges en bitcoin, en peer to peer dans le monde. Alors Open Bazaar, ça a disparu parce qu'il y avait zéro frais, et du coup, il y a eu un moment où ils ont plus, en fait, ils ont pas pu payer leurs serveurs. En fait, il y a un Business moment où, model, voilà, c'est ça. En termes de business model, c'était vraiment fait par des bitcoiners purs et durs, des vrais de vrais qui étaient vraiment dans la décentralisation. Le problème, c'est qu'il y avait pas assez, en fait, ils ont pas pensé à ce détail-là, le fait de pouvoir, en fait, financer les infrastructures pour que le projet tourne, de manière saine. Un peu comme Bitcoin l'a fait avec le reward, des mineurs. Là, il y avait pas du tout de reward, c'était vraiment, c'était du don. C'était à la volonté les acheteurs pouvaient faire des dons pour, souvenir à l'infrastructure. yes. Et alors du coup, vous êtes dit, on va essayer de alors toi, initialement, c'était vraiment, pour te dire: «Je vais vendre mes cartes Pokémon» et puis ensuite, après tu te dis: «Bah, en fait, il y a un marché qui est énorme, derrière. Il y a potentiellement beaucoup plus de choses, à faire». Comment vous avez formalisé ça du coup,
en rentrant un petit peu plus dans le technique, parce que je pense que les gens, voilà, on pense à du Boncoin, on pense à du eBay, donc ça plante déjà quand même pas mal le décor. Maintenant, le greffer sur le Web3, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, nous, on est parti on a pris quand même les principes de base du Web3. Donc déjà, nous, on voulait quelque chose de décentralisé. C'est-à-dire que si en fait, si on fait une marketplace Web3, il faut qu'elle soit décentralisée, il faut que ça fonctionne sous forme de DAO, par exemple comme Uniswap qui est un exchange, en fait, un swap, hein, qui est totalement décentralisé. Et pour nous, il fallait que ça fonctionne de sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'owner de la plateforme, il n'y a pas de Jeff Bezos, entre guillemets, de la plateforme. Toutes les personnes qui ont participé à son financement ou qui vont participer même à son fonctionnement, au-delà de ça, on en parlera peut-être, on va en parler juste après, il faut que toutes ces personnes-là en fait, soient intégrées au processus. Il faut qu'il y ait un ruissellement de la richesse. Et une autre donnée importante, il ne faut pas qu'on garde de data. En fait, il faut qu'il y ait un respect total de la vie privée, voire au-delà de ça, nous on est parti plus loin, on ne garde pas de data du tout. Enfin, si je peux peut-être le dire de suite, par exemple, si on fait un achat sur des Centrashop, ce qui va se passer, un achat qui est validé, c'est-à-dire que je vends ma carte Pokémon, je te vends ma carte Pokémon, tu l'as reçue, tu acceptes, tu valides le paiement, tu valides sur l'argent est débloqué du smart contract, je le reçois, j'ai reçu mes Ethers, tu as reçu ta carte Pokémon. Tu vas avoir du coup, alors on avait mis 15 jours, on est passé à 30, tu vas avoir un petit délai en fait de mois, 30 jours pour télécharger une facture. Sur la facture, il y aura ton adresse MetaMask, le contrat sur lequel a été déposé les fonds, mon adresse à moi, le produit que tu as acheté avec les caractéristiques que j'aurais remplies juste en amont. Donc en fait, tu auras 30 jours pour télécharger cette entre guillemets, facture. Et si on ne le fait pas, tant pis. Après, nous, on supprime tout. Il n'y aura pas de data, on ne conserve pas de données. Donc ça, Ouais, pour moi, ce qui est c'est. quand même ce qui est quelque Pardon. chose de très important parce que, bah, la monétisation de la data derrière, des data personnelles, c'est vachement important dans ce type de business-là. Donc là, c'est vraiment décentralisé, de pair à pair décentralisé sur la blockchain. Tout à fait. Enfin, le KYC, en fait, c'est la data, elle est là seulement de manière temporaire et ensuite elle est erased pour que même vous, en fait, vous ayez plus accès à ces données-là ultérieurement, quoi. Tout à fait. On ne veut pas avoir du tout. Enfin, on veut pas avoir accès aux données. Une fois qu'en fait on a la transaction est réalisée, qu'on a de toute façon pas de raison particulière d'avoir accès à ces données, on les supprime. Et au-delà de ça, on pense que pour un modèle économique viable, même le modèle économique Internet de demain, la gestion des données devrait fonctionner comme ça. Soit les données, l'argent, enfin la valeur générée avec les données des utilisateurs doit leur revenir. Donc ça se fait sur pas mal d'applications Web3. Soit du coup, on ne garde pas du tout les données parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une entité externe garde des données, des données Ouais. tierces utilisateurs sans contrepartie en fait. Et ça fera un argument supplémentaire pour les utilisateurs de venir sur ce type de plateforme plutôt que d'utiliser des plateformes bah, qui utilisent nos données à la volée, comme on a pu connaître depuis trop longtemps, on va dire. Alors pourquoi, là je vais poser un petit peu les questions comme ça, pourquoi pas de fiat? Alors oui, il y a la problématique du PSAN, des agréments, des trucs Tout à qui fait. sont potentiellement lents, parce que là du coup tu parles d'échanges ouais, d'objets potentiellement pair à pair avec du paiement en Ether Mhm. ou autre crypto-monnaie. Pourquoi pas de fiat? Parce que là, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée en Effectivement. termes d'adoption. Alors déjà sur notre site, sur Decentraland, ce qu'on veut en termes de connexion, c'est qu'un wallet Web3. Donc pour se connecter à notre site, il n'y aura pas d'email. Alors peut-être que ça, on va voir après si on. Le problème, c'est que si on prend un email, forcément, on est obligé d'avoir une base de données. C'est automatique, alors qu'avec un wallet Web3, l'avantage, c'est que c'est les gens qui sont responsables, entre guillemets, de leurs données, entre guillemets, de leurs clés privées, clés publiques. Et avec cette dernière, ils peuvent se connecter, signer des transactions. Nous, on peut les authentifier avec beaucoup plus de sécurité qu'une 2FA quelque part. Enfin, en tous les cas, moi, je pense que c'est beaucoup plus sécurisé un wallet Web3 qu'une 2FA, dans la mesure où, bien sûr, l'utilisateur est un minimum éduqué et qu'il a pas fait, qu'il ne fait pas fuiter le. Mais j'ose penser que la plupart des gens qui utilisent un wallet Web3 dans le contexte actuel savent que Oui, you see du crypto. Enfin, ça, je pense que je pense ouais, qu'il y a mais à ce niveau-là. C'est vraiment une histoire de vie, pardon, de préserver les données personnelles, pardon, des utilisateurs. Et pas de fiat, effectivement, ça va être une grosse problématique en fait légale. Parce qu'en fait, si on commence à accepter les fiat, au-delà du fait que les fiat, il faut les relier à un individu, en fait, à une personne. Il faut qu'on ait un code du customer. On est obligé, si on utilise des fiat, notamment si on utilise du dollar. Moi qui étais banquier, je peux le dire.
En fait, si on a $1 qui est utilisé sur notre site, je sais que le Trésor américain, ou en tout cas les États-Unis, auront un droit de regard sur ma plateforme. Et Ah oui, à partir du moment où tu utilises $1, où tu as utilisé de la monnaie américaine, le Trésor américain a un droit de regard. Donc c'est vrai qu'il y putain. a. Non, mais c'est vrai, il y a pas beaucoup de gens qui le savent ça, mais à ce niveau-là, c'est vrai qu'on préfère éviter en fait tout ce qui est monnaie fiat pour ça, que ce soit l'euro d'ailleurs, ou même, toutes les monnaies fiat. Je pense que le mieux, c'est de rester sur l'Ether. Alors après, comme j'ai dit, on bride vraiment pas les utilisateurs. C'est une DAO de toute façon, hein. Il y a quand même une constitution, parce qu'on est quand même français. La DAO ne peut pas outrepasser certains droits en fait qui sont basiques, pas de vente d'articles pédopornographiques, pas de vente d'armes, de produits stupéfiants. Le respect en fait pour l'acheteur et le vendeur des lois dans le pays dans lequel il expédie le colis. C'est à eux de se renseigner. C'est une DAO en fait, c'est une marketplace mondiale. Donc en fait, on peut pas appliquer enfin, il y a des règles en fait dans chaque pays qui sont différentes. Ça va être plutôt à l'acheteur et au vendeur en fait de se renseigner. Disons que l'acheteur, généralement, il est plutôt conscient quand il achète quelque chose qui est légal dans son pays. Le vendeur, peut-être moins. Donc, c'est pour ça on va vraiment mettre un point d'attention sur ce sujet-là. Il faut qu'il fasse attention. Par exemple, si j'envoie peut-être que vendre, je prends un exemple qui est peut-être pas du tout bon, hein. Vendre peut-être une arme aux États-Unis, peut-être que c'est légal. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est légal. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est légal de recevoir une arme, par exemple, en France. Et donc là, ça sera au vendeur de faire à faire le nécessaire. Ouais. C'est-à-dire, on l'a bien expliqué sur le site, quand on envoie les produits, il y a une sélection de pays d'expédition. Et généralement, pour certaines catégories, en fait, nous, on fera le nécessaire. Comme sur le Bon Coin, en fait, quand tu cliqueras, si tu rajoutes Ouais. ton produit, ça mettra êtes-vous sûr de bien vouloir envoyer ce produit? Il semblerait que les législations dans le pays en vigueur. Bref, voilà, c'est Ouais. C'est les mêmes problématiques qu'une marketplace classique. c'est exactement. Ok. Alors, moi, j'ai deux sujets qui sont un petit peu liés parce qu'il y a un, je regarde le business plan, donc potentiellement avec des fees, etc. Et de l'autre qui vont être liés à l'utilisation de la plateforme. De l'autre, l'utilisation des cryptos avec une adoption qui va forcément être plus longue parce qu'aujourd'hui, 2022, il n'y a pas non plus 36 000 personnes qui utilisent les cryptos. Et l'adéquation entre le business model et l'adoption. Comment vous allez faire? C'est quoi votre stratégie pour onboarder demain un maximum de gens? Pour toucher du coup le monde de la blockchain, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté qui était plutôt forte. En fait, c'est la communauté NFT. Alors, la communauté NFT en général, donc on va pas, il n'y en a pas 36 000 en fait, c'est plutôt celle des blue chips, type les Ape et les Cool Cat ou ce type de gros NFT, les Doodle. En fait, c'est se rapprocher de ces communautés-là. Nous, par exemple, nous-mêmes acheter des NFT et en fait faire une publicité. Alors, la première idée de marketing, c'est ça, c'est de faire une publicité en achetant des. Moi, j'ai acheté, bon, enfin, on a acheté des Cool Cat et l'idée, c'est de faire une pub via une pub 3D en fait avec ces NFT. En fait, les Cool Cat vont aller faire leurs courses dans des centres shops. C'est en gros l'idée, c'est ça pour faire un peu de marketing. C'était ça l'idée. Ce qui fait qu'en fait, ça va introduire la communauté, une communauté qui est quand même un peu hypée, dans laquelle on est quand même bien initié depuis un petit moment. Eux, du coup, vont repartager. Les gens sont plutôt suivis. En fait, ça fonctionne un peu comme ça sur Twitter. Les gens des NFT sont suivis, se suivent entre eux, donc ils vont retweeter. Le fait d'acheter quelques petits NFT à droite à gauche de collections qui se lancent ou avec une communauté pour les faire en fait venir se balader dans notre Decentraland Shop, entre guillemets, dans la publicité, hein, Decentraland Shop. Je pense que ça va intégrer pas mal de communautés et en fait, Decentraland Shop, on va essayer de faire en sorte que ça devienne leur magasin, en fait, le magasin des utilisateurs de la blockchain. En fait, si tu veux vendre quelque chose, tu te dis pas, je vais le mettre sur eBay, tu te dis, avant, je le mets sur Decentraland Shop. Ouais. L'idée, ça serait ça au début. Après, forcément, en fonction des fonds qu'on va lever et du marketing qu'on va pouvoir mettre en place, et aussi comment on appelle ça, des advisors, enfin, de ceux qui vont pouvoir nous accompagner, qui auront peut-être on aura au-delà de l'argent, hein, je pense, au niveau de l'image, qui vont pouvoir aussi peut-être donner un peu de force au projet. Ouais. Donc Ouais. voilà, et après, c'est vrai qu'on n'a pas malheureusement, on n'a pas de baguette, enfin, de baguette magique pour savoir comment Et faire avec oui. le projet. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Bah,
Bon, après, de toute façon, je pense que ceux qui travaillent un peu dans l'écosystème, qui comprennent les tenants et les aboutissants et les enjeux, voient très bien la pertinence de ce type de projet-là, de marketplace décentralisé, pour faire sauter un peu l'intermédiaire de confiance qui se goinfre aussi parfois en termes de frais et autres. Bah, justement, moi, j'attaque directement là-dessus. Business model de Decentrashop, c'est quoi? C'est des fees? C'est des fees. Alors, on prend 5,5% de fees. Alors, sur ces 5,5% de fees, tout est reversé. Alors, tu as une partie qui va être reversée, en fait, tu as 2% qui va être reversé à Decentrashop. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, tu avais Open Bazaar qui ne se reversait pas de frais et en fait, ils ont coulé. Donc, tu as 2% de frais qui vont être reversés à Decentrashop. Tu as 2,5% qui vont être reversés du coup à tous les investisseurs et à nous. En fait, la team, on s'est mis avec les investisseurs. Et alors, les investisseurs ont 50% de la supply en termes de tokens, hein. On a vraiment tout donné. Le but des investisseurs, en gros, c'est la DAO, hein. C'est pour ça que la plateforme doit appartenir à ceux qui ont investi dedans. Donc, c'est eux qui ont la plus grosse partie des fees qui vont leur revenir. Quelque part, c'est eux aussi qui ont pris le risque en finançant un projet Web3 en plus en bear market. Donc, c'est vraiment pour ça que à ce niveau-là. Et après, tu as 1% des frais. Du coup, là, les 1% qui restent qui sont reversés aux utilisateurs, donc aux acheteurs, aux vendeurs et aux arbitres. En fait, tout ce qu'ils vont acheter, en fait, plus tu achètes, plus tu vends ou plus tu arbitres de case, plus on va te reverser de fees. C'est quoi un arbitre? Un arbitre, en fait, c'est quelqu'un qui va être. Alors, admettons, tu m'achètes ma carte et tu estimes que, ben, je sais pas, il y a un souci. Par exemple, il y a un problème sur la livraison. Tu vas ouvrir un litige, pardon, je cherchais le mot français. Tu vas ouvrir du coup un litige et du coup, il y a un arbitre qui va venir. Alors au début, l'arbitre, malheureusement, on ne va pas pouvoir le décentraliser au début, pour des raisons évidentes de sécurité, parce qu'au début, il n'y aura pas assez de monde en fait. Donc au début, l'arbitrage, ça va être fait en interne par nous, ou même on va peut-être même le sous-traiter par une boîte. Il y a des boîtes en fait qui font ça, qui font de l'arbitrage de toute façon, comme au final un oracle qui transfère des Ouais. infos on-chain, pardon. Pardon. Donc il y a ce système-là. L'arbitre vient et juge de la pertinence ou pas. Alors l'arbitre, après, il a un process, c'est pas lui qui. C'est pas un juge, il n'est pas tout puissant, c'est pas lui qui décide. Il y a un process. Si l'acheteur ou le vendeur va pas respecter le process, il sera forcément il va se faire squeezer en fait dans l'échange. Parce que Ouais. ça reste comme une plateforme d'échange, c'est comme si tu achetais sur le Bon Coin ou sur eBay. Il peut y avoir un moment où tu tombes sur quelqu'un malheureusement de malhonnête et tu te fais avoir. Après, de toute façon, il faut savoir que tu peux noter le vendeur, noter l'acheteur. Il y a un système en fait de notation. Ouais. Euh, donc l'intérêt, parce que du coup, ce que tu veux me dire, c'est oui, mais du coup, je peux arnaquer des gens et juste recréer un MetaMask. Et du coup, c'est là que vient l'intérêt en fait des SBT. En fait, on va donner des Soul Bonds tokens aux utilisateurs. Plus tu achètes ou plus tu vends. Et à la fin, en fait, on t'airdrop des fees. Et des fees, tout est airdrop, c'est de l'Ether qu'on airdrop, hein. Enfin, on n'envoie pas ben voilà, on n'envoie pas un shitcoin c'est vraiment de Ouais. l'Ether que tu reçois. De là, l'intérêt en fait d'être en fait fair sur la marketplace, d'être respectueux, de pas essayer d'arnaquer les gens. En fait, les gens, il y aura toujours des gens qui vont profiter du système ou en abuser, mais à partir d'un certain moment, à partir d'un certain volume, en fait, ils vont se faire squeezer parce que il y aura des acheteurs ou des vendeurs qui vont être super bien notés, qui ont fait le nécessaire pour en fait être fair sur la marketplace. Du coup, c'est eux qui vont prendre la plus grosse part du gâteau. Je prends un exemple concret. On vend tous les deux des cartes. Moi, j'ai été un mauvais vendeur, j'ai escroqué pas mal de personnes. Et toi, tu as été fair depuis le début. Tu as forcément un meilleur ratio de notes que moi, un nombre de ventes plus élevé, puisque moi, je suis obligé de changer de compte pour pouvoir continuer Ouais. à faire mes bêtises. Ce qui fait qu'à la fin, même si toi, tu vends ta carte 20, 30, 40 dollars plus cher, les gens vont préférer c'est souvent comme ça que ça marche, même sur Oui, eBay. oui. Faire payer plus cher et aller sur un vendeur qui a beaucoup plus de volume et beaucoup plus de notation, même si c'est pas forcément. Plutôt que venir prendre le risque de payer 20 ou 30 dollars de moins, c'est de se faire escroquer. Ouais, et plus, Après, enfin, c'est vraiment les nouveaux modèles Web3 où plus on va utiliser une plateforme, plus on va utiliser quelque chose. Enfin, après, on met ses critères un petit peu, mais dès qu'il y a du mouvement pour faire marcher des choses, d'avoir ces incentives qui permettent de récompenser ceux qui font ça, de la même manière que le mouvement, donc l'achat, la vente
et aussi l'arbitrage, la bonne utilisation des protocoles, c'est des choses qui, avec cet incentive-là que tu peux venir greffer, qui est super et qui, grâce un peu à l'intelligence collective, fait avancer les choses correctement, quoi. Tout à fait. Et ça, on y croit vraiment. Enfin, je vois pas la il y en aura toujours, hein, quand je pitch le projet, on me rétorque souvent: «Oui, mais il y a des gens qui vont vendre de la drogue et tu pourras rien y faire». Alors, je leur réponds très clairement: «Je pourrais rien y faire, c'est vrai. Si quelqu'un est un petit peu éduqué, qu'il est pas juste, totalement bête et qu'il affiche pas de la drogue sur la plateforme et c'est sûr que sinon il va se faire strike. Si demain il va je donne un exemple, tu vends des cartes, pour les connaisseurs, des cartes énergie Pokémon qui ont aucune valeur, c'est des cartes qu'il y a dans tous les paquets. Il vient vendre des cartes et il les vend, 30, 40, 50 $. À côté, il a un canal Telegram où il explique que telle carte, la carte énergie menthe, c'est, je sais pas, par exemple, c'est 50 € de drogue de marijuana. Celle-là, Ah oui, en fait, s'il fait ce système-là, forcément, on ne pourra pas le savoir. Il sera bien noté et c'est ça que je veux dire, c'est forcément, on peut toujours squeezer. Alors ce système-là existe ouais. ça existe sur eBay, ça existe sur Amazon, ça existe sur Cdiscount. Eux-mêmes ne peuvent pas, en fait, squeezer, avec des moyens beaucoup plus conséquents que nous, ne peuvent pas squeezer avec un KYC, avec tous les process qu'ils ont, ils n'arrivent pas à squeezer ce type de problème. Donc nous, c'est pareil, on ne pourra pas les squeezer non plus. Ouais. Ça, c'est évident, en fait, les c'est comme C'est des ça. problèmes. Ouais, de toute façon, ça fait partie des problématiques classiques. C'est pas des problématiques qui arrivent avec la décentralisation, c'est des problématiques qui existent déjà et qui, bah, ne sont pas résolues par la décentralisation aujourd'hui. Mais ouais, j'espère que, enfin, on entend beaucoup parler de, je sais pas, du machine learning, de l'intelligence artificielle aussi, qui arrive dans la reconnaissance, dans le traitement des données en fait en arrière-plan, qui permettrait de trouver un peu des narratifs de personnes qui pourraient potentiellement tricher. Enfin, de toute façon, inévitablement, il y aura des solutions qui vont arriver. Alors la question, c'est ça arrivera quand? Est-ce que ce sera pertinent, et cetera? Mais bon, ça change pas du «web 2» entre guillemets. Aujourd'hui, vous en êtes où dans la roadmap? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez vouloir faire en 2023? Alors il faudrait qu'on là, on en est encore au tout début du projet. Là, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse là, on est en train de lever des fonds, en fait. On est en train de se rapprocher de plusieurs fonds d'investissement. On essaie de lever des fonds. On voulait faire, en fait, du coup, pour faire, en fait, un levée de fonds, en fait, en pré-seed, pour ensuite, en fait, on voulait faire une ICO à la base. Mais c'est vrai qu'étant donné le marché, la complexité aussi, enfin, il faut faire du marketing de toute façon pour faire une ICO, c'est assez, il y a quand même pas mal de travail derrière. On s'est dit qu'on allait d'abord se rapprocher de fonds pour tout lancer, en fait, pour qu'en fait tout release, que la plateforme soit release. J'ai aussi parlé de cette feature qui est importante pour moi, le fait de pouvoir faire des enchères vidéo comme What's Not. Le fait de pouvoir se filmer, pouvoir faire une enchère vidéo en crypto, ça pour moi c'est important. Donc c'est ça pour moi, ça serait important en fait, là, en termes de roadmap, ce qu'il faudrait qu'il se passe, c'est qu'en janvier, février, on est levé et tout soit bouclé, qu'on ait levé les fonds et que tout soit bon. Vous voulez lever combien? 1,8 million là. Et que Vous voulez lever 1,8 million? 1,8 million, ouais. Ah oui, d'accord. OK, et ça démarre quand là, la levée? Vous avez déjà démarré, vous êtes déjà Là, on en parle avec des investisseurs, voilà, en private sale pour qu'eux, en fait, apportent directement les fonds. En fait, on voulait lever 1,8 million en DAO pour financer la DAO. Mais, ouais, du coup, on essaie de voir, en fait, s'il y a des investisseurs, en fait, qui seraient peut-être, prêts à eux, en fait, financer le 1,8 million et ensuite, faire une ICO pour, eux, en fait, ils prennent les risques en développant la plateforme. Après, on fait une ICO pour, introduire, en fait, plus de personnes sur, ouais. du coup, ça va se faire avec le token, en fait, qu'ils vont acheter, ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça le token Genesis, mais c'est juste pour en différencier du SBT, hein. Donc eux, après, je pense que ce token-là, ils vont le revendre, en fait, en ICO. Nous, ça nous arrange, comme ça, après, ça devient une vraie DAO. Enfin, Ouais, c'est pas un fonds d'investissement qui détient, la grosse partie et au pire des cas, de toute façon, ce qui est prévu en fonction des volumes dans les tokens, Decentrashop, en fait, comme je t'ai dit, ils gardent, 2 des frais. Mais Decentrashop a 2 millions de tokens. Au début, ça va juste, en fait, payer les frais, mais si la plateforme tourne, ça va être beaucoup trop. Il va y avoir beaucoup trop d'argent pour la plateforme et en fait, ça a pas d'intérêt. Avec la ouais, DAO de la trésorerie, c'est important, mais ça sert à rien que la DAO soit et oui. donc l'intérêt, en fait, c'est que ces tokens-là, après, Decentrashop, on va les remettre en vente. On va refaire, en fait, une autre sale. Le but, c'est qu'à la fin, la plateforme appartienne à plein d'utilisateurs, qu'elle Ouais, que appartienne ça soit pas. dilué complètement, C'est ouais, ça. Qu'il reste minimum pour la plateforme. Je crois que j'ai laissé, il faut qu'elle ait 5% de la supply juste pour qu'en fait, elle soit autosuffisante. Parce que ouais.
je crois en l'intelligence collective, mais je préfère quand même pas tenter le diable et faire en sorte qu'à plus s'autosuffire. Là, parce que c'est toujours pareil quand il faut, mettre la main à la poche pour faire poursuivre un projet, je sais que c'est pas faire s'il y a une personne qui donne et pas les autres, alors autant laisser une partie, de la trésor à la boîte pour qu'elle puisse s'autosuffire. Ouais. Donc OK, ça, c'est très clair. À partir de quelle date, tu penses que je pourrais t'acheter, une carte, sur Decentrashop, par exemple? mais j'espère à moi, du coup, tu vas pouvoir l'acheter plus tôt parce que en fait, le POC là qu'on va faire, c'est, le seul vendeur qui aura sur la plateforme, ce sera moi, entre guillemets «au début» là pour essayer. Ouais, Donc moi, je pense que mars-avril, tu pourras m'acheter mes cartes sur, Decentrashop et toi, tu pourras mettre je pense que d'ici juin-juillet, tu pourras mettre tes cartes en vente sur Decentrashop. génial. Ouais, Ta c'est ta très gros voiture. projet, hein. Très, très gros projet. Enfin, j'espère qu'il y aura de l'intérêt côté VC, BA pour lever des fonds correctement, bah, parce que faut mettre de l'essence dans la machine pour qu'elle puisse avancer aussi. Et ouais, non, c'est un très beau, projet. Ce sera intéressant de voir un petit peu les initiatives, parce que j'imagine que le marché est tellement gros et tellement pertinent, sur la blockchain qu'il y a d'autres initiatives, françaises, européennes, mondiales, qui vont aussi arriver. Donc, va falloir, pas forcément jouer des coudes parce que je pense qu'il y a à boire et à manger encore. On a de la chance en 2022. Mais, ouais, c'est un gros marché. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Jordan, très bon courage et puis peut-être à bientôt. Yes, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi pour ton temps, hein.